Bonjour, bienvenue à vous tous, bienvenue aux gens qui sont à distance. Premier séminaire théorique du CRISE qui porte sur une thématique qui pour moi m'apparaît tout à fait fondamentale. En fait, c'est la théorie de la justice sociale, la théorie critique de Nancy Fraser. Alors pourquoi s'intéresser à la théorie de la justice sociale? Je pense que la justice, en fait, ou l'injustice, c'est finalement toujours associé à des inégalités. La justice est comme une question d'égalité. Et donc, comme les inégalités sont croissantes et prennent des formes tout à fait multiples au cours des dernières années, que ce soit au point de vue économique, social, toutes les formes de discrimination que l'on constate, la thématique de la justice devient tout à fait centrale. Éliminer les inégalités, c'est, dans la perspective de Nancy Fraser, éliminer les injustices. Pourquoi avoir choisi Nancy Fraser? En fait, c'est une femme une philosophe à New Research School of New York, donc à l'école de sciences sociales, de recherche sociale à New York, et donc qui a commencé à faire des recherches sur le mouvement féministe et qui très tôt a été préoccupée par les questions de justice. Et comme vous allez le voir, sa théorie est tout à fait englobante, compréhensive, et je pense qu'elle se démarque à la fois des théories libérales de John Rawls très nettement, se démarque aussi d'Habermas qui a travaillé beaucoup sur cette question de sphère publique, d'agir communicationnel, et enfin se démarque aussi d'Axel Honneth qui a travaillé beaucoup sur la question de la reconnaissance. Donc à bien des égards, la théorie de Nancy Fraser apparaît aussi tout à fait pertinente pour nous qui sommes aux crises, qui travaillons sur les innovations sociales, parce qu'elle s'intéresse en fait aux questions d'inégalité, d'injustice, qui sont toujours à peu près présentes lorsqu'on fait de l'innovation sociale, surtout dans une perspective de transformation sociale, et donc ces réflexions sont tout à fait pertinentes. Donc la manière dont je vais procéder en fait en trois temps. Dans un premier temps, je m'intéresse un peu à sa conception de la justice. Et quand on va discuter de sa conception de la justice, on va s'attarder aux principes centrales qui définissent sa conception de la justice. Et ensuite, on va regarder les dimensions qui composent la justice. Ensuite, on va s'attarder dans un deuxième point sur la théorie de la société. Comment conçoit-elle la société? Et elle a en fait une double lecture qui est à la fois structuraliste, et donc on va s'intéresser à sa conception du capitalisme, et elle a aussi une autre lecture qui est celle qui est tournée vers l'action, et donc c'est une lecture centrée sur les mouvements sociaux. Donc elle conjugue une approche objective, l'analyse des structures, avec une approche subjective, qui est celle des mouvements sociaux. Et en dernier lieu, comme elle fait partie en fait de ce qu'on appelle la théorie critique de l'école de Francfort, alors l'objectif de la théorie critique, d'une part, c'est de dévoiler les injustices, de dévoiler enfin les formes de domination et de subordination, mais c'est aussi de le faire dans une perspective d'émancipation. Et donc notre dernier point va aborder cette deuxième dimension, ce deuxième objectif de la théorie critique. Donc, en quoi ces recherches contribuent-elles à l'émancipation et comment conçoit-elle en fait le changement social et la transformation sociale? Et à cet égard, je pense qu'il y a beaucoup d'affinités avec le projet qu'on a aux crises. Conception de la justice. Nancy Fraser nous dit qu'une théorie de la justice va obéir à deux principes fondamentaux. D'abord, définir un principe général que toutes les théories de la justice vont transgresser. Et donc, on peut, à partir de ce principe, pouvoir évaluer les formes d'injustice, puisque les formes d'injustice vont violer ce principe fondamental qu'elle a élaboré. Ce principe fondamental, ce principe pivot de sa théorie, ça s'appelle la parité de participation, qui nous amène à une conception tout à fait démocratique de la justice, qui la distingue de bien d'autres. Et le deuxième principe auquel doit obéir une théorie de la justice, c'est d'être suffisamment englobante pour capter ou cerner, appréhender toutes les multiples formes d'injustice. Et à ce niveau, elle va définir trois dimensions de la justice qui sont en fait la distribution, la reconnaissance et la représentation. Alors allons un peu plus en détail sur chacun des principes. La parité de participation, c'est le principe
qui se définit de la manière suivante. Toutes les personnes concernées par des injustices quelconques doivent prendre part et participer aux délibérations publiques qui doivent discuter de ces injustices et proposer des remèdes à ces injustices. Donc, toutes les personnes concernées, c'est quand même majeur, puisque c'est les gens qui sont souvent, qui peuvent commettre les injustices, responsables des injustices, mais surtout ceux qui sont victimes des injustices. Et donc, c'est un peu cette dimension démocratique qu'elle met vraiment en évidence. Et ça suppose que l'on puisse vraiment pouvoir identifier quelles sont les victimes des injustices. Elles doivent d'une certaine manière se manifester et on doit pouvoir faire en sorte qu'ils puissent participer aux délibérations publiques qui, bien sûr, dénoncent ces injustices, accueillent ces revendications de justice, de remèdes et trouver des remèdes à ces injustices. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'elle a une approche démocratique. On y reviendra, ça sera quand même toujours assez présent dans la présentation, ce principe de parité de participation. Les trois dimensions qu'elle accorde, en fait, qu'elle prend en compte dans sa définition de la justice, c'est bien sûr la distribution, la reconnaissance et la représentation. Elle est passée en fait d'une approche bidimensionnelle à l'intérieur de laquelle on n'avait que la distribution et la reconnaissance. Et par la suite, avec le développement de la mondialisation, elle a introduit une troisième dimension qui est la représentation. La distribution, ça relève en fait de l'ordre économique, ça concerne les classes sociales ou les classes apparentées qui vivent différentes formes d'injustice. Bien sûr, l'injustice première, ça peut être l'exploitation à l'intérieur des rapports de travail. Ça peut être aussi le fait d'être marginalisé sur le marché du travail et être confiné dans des emplois faiblement qualifiés et faiblement rémunérés. Ça peut être aussi le fait d'être complètement exclu des activités économiques et vivre dans la pauvreté et le dénuement assez important. Alors que la reconnaissance, en fait, c'est de l'ordre de la culture et on renvoie un peu au concept de statut de Weber, comment les individus peuvent se distinguer par rapport à l'honneur, le prestige, l'estime. Et en fait, on croise ici un certain nombre, une autre expression qui va revenir assez fréquemment au cours de la présentation, on croise des axes de différenciation sociale, que ce soit le genre, la race, l'orientation sexuelle, la religion, ainsi de suite. Et donc, ces axes de différenciation sociale sont des ordres hiérarchiques qui se divisent en groupes dominants et groupes dominés. Aux groupes dominants, on attribue les qualités valorisées, que ce soit la couleur de la peau, la langue, un certain nombre de qualités relatives aux cultures, aux valeurs culturelles, et ça devient le standard qui est appliqué aux autres groupes. Et donc, on a une hiérarchie de groupes dominants jusqu'aux groupes dominés avec des groupes intermédiaires. Et donc, dans ce cas-là, en fait, l'injustice qui est vécue, c'est soit se voir imposer une culture dominante qui est différente, ou des valeurs dominantes, un modèle culturel qui est différent de sa culture d'origine, soit vivre des formes de méconnaissance. Hein, donc, on est dans les groupes dominés, défavorisés, et donc les valeurs que l'on représente sont systématiquement dévalorisées. Alors, c'est une forme d'infériorisation, d'invisibilité, etc., qui devient tout à fait majeure. Et enfin, peut-être que j'en oublie une, je regarde sur mes feuilles à cet égard. Et oui, c'est en fait les principales formes que prend le déni de reconnaissance, donc imposition de culture dominante, infériorisation, méconnaissance, invisibilité, rendre des personnes invisibles, on voit ça souvent dans différents milieux. Et donc, on arrive ensuite au déni de représentation. En fait, la représentation, c'est comme si les deux premières dimensions, la reconnaissance et la distribution, définissent un peu la substance de la justice, et la dimension de représentation définit un peu qui participe aux délibérations et comment on y participe. En fait, la représentation est associée à l'ordre politique,
Et ça concerne les arènes ou les espaces de délibération qui sont définis et surtout qui fait partie de la communauté qui participe aux délibérations. Alors, qui sont exclus, qui sont exclus. Alors, Nancy Fraser a mis de l'avant ce principe, notamment dans le cadre de son analyse de la mondialisation, où il y avait en fait une espèce de décalage entre les risques causés par des entreprises multinationales ou des structures internationales, et un écart donc entre l'exposition à ces risques et la protection qui était accordée à certaines personnes. Donc la protection cernait une communauté politique qui ne couvrait pas l'ensemble des personnes exposées à des risques. Pensons aux compagnies multinationales qui interviennent dans les pays du Sud, dont le siège social est dans un pays du Centre. Et donc, ces personnes ne sont pas, les personnes du Sud ne sont pas protégées par les effets négatifs en termes de mauvaises conditions de travail, en termes d'accidents ou de catastrophes. Pensons à Rana Plaza, il y a quelques années, où le bâtiment s'était complètement effondré, où travaillaient plus de 2000 travailleurs en Inde, quelque part. Et donc, Rana Plaza était un sous-traitant d'une grande compagnie multinationale qui était liée à Lobbs. Et les survivants, les personnes des familles qui étaient décédées, ont placé une plainte ici au Canada, ça a été jusqu'à la Cour suprême, pour se faire dire qu'il n'y avait aucun droit de porter plainte puisqu'ils n'étaient pas citoyens du Canada. Donc, la représentation et l'ordre politique définissent une communauté de citoyens qui réunit à la fois les responsables des injustices et les victimes des injustices pour discuter, en fait, à l'intérieur d'espaces de délibération, discuter ou porter plainte ou revendiquer et pouvoir être accueillis favorablement, c'est-à-dire pouvoir discuter de leurs plaintes ou de leurs revendications. Pardon. Dans le cadre de la mondialisation, comme il y a un écart entre, on pourrait dire, la communauté étatique territoriale, qui est l'État que l'on connaît tel qu'il l'est, et l'ensemble qu'on peut appeler le prolétariat que Nancy Fraser appelle le prolétariat transnational, qui sont la traduction ou son appellation des Global Poors dans les pays du Sud. Et les gens donc exposés ne sont pas protégés. Et souvent, les gens exposés qui ne sont pas protégés dans les pays du Sud contribuent au coût des protections qui protègent les personnes des pays du Centre, comme un transfert on pourrait dire de richesse. On verra ça tout à l'heure davantage au niveau lorsqu'elle discutera du capitalisme. Donc, le déni de représentation prend cette forme principale qui est celle, en fait, de la non-protection d'un certain nombre de personnes exposées à des conséquences négatives d'un certain nombre d'activités économiques ou de décisions. À la limite, ça peut être aussi une décision prise par une instance internationale comme la Banque nationale ou le FMI avec ses programmes, ses plans d'ajustement structurel qui font peser, en fait, sur les populations locales un certain nombre de conséquences excessivement négatives, alors que ces institutions-là n'ont aucun compte à rendre aux populations qui sont exposées à ces problèmes. Donc, pour elle, c'est devenu donc une dimension tout à fait fondamentale, cette question de la représentation. Et on verra aussi tout à l'heure qu'elle va introduire une certaine originalité par rapport à ça, parce qu'elle va introduire aussi la question de la représentation à l'intérieur des pays du Centre, qui vont concerner les populations, notamment les travailleurs migrants agricoles, qui ne sont pas protégés par les mesures mises en place dans les pays du Centre. Alors, il y a, bien sûr, on pourrait élaborer sur le déni de représentation. Il y a le déni classique de représentation dans les pays du Centre, où des populations sont insuffisamment représentées. Il y a des luttes pour être mieux représentées et assurer leur participation. On peut parler des luttes féministes pour le droit de vote à une certaine époque. Tout ça, ça fait partie un peu de cette dimension de la représentation. Alors, on pourrait dire que c'est à peu près ces dimensions-là qui composent la justice. Il y a peut-être deux débats qui se posent concernant cette conception de la justice. Un débat avec Axel Honneth, notamment sur la question de la reconnaissance. Et donc, Axel Honneth fait de la reconnaissance
la seule dimension de la justice et considère que les problèmes de distribution, des iniquités de distribution sont liés à un déni de reconnaissance. Réglons les problèmes de reconnaissance, les dimensions culturelles liées au déni de reconnaissance et les dimensions relatives à la distribution seront en fait éliminées. Pour Nancy Fraser, ce n'est pas le cas. Elle considère que la distribution est une dimension de la justice qui est indépendante analytiquement de la reconnaissance et souvent dans nombre de situations, les deux se conjuguent. Les gens vivent à la fois un problème de reconnaissance, de déni de reconnaissance et un problème de distribution. Alors, elle considère aussi que Axel Honneth a une approche qui dicte c'est quoi le bien, c'est quoi la vie réussie. Hein, donc, on sait qu'Axel Honneth divise la société en 3 espaces. Hein, donc, la vie plutôt privée, familiale, l'espace des droits, l'espace juridique, politique, et enfin le monde du travail. Et dans chacune de ces sphères, il définit qu'est-ce qu'est la vie réussie, qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie, qu'est-ce que c'est le bien, la vie réussie. Et donc, il impose sa manière de voir. Il définit le bien pour les citoyens, d'une certaine manière, alors que Nancy Fraser dit que dans une période de diversité, de pluralité des valeurs, etc., c'est aux citoyens, c'est aux personnes concernées à définir ce qu'est le bien, ce qu'est la vie réussie. Il faut s'assurer, avoir une approche démocratique, permettre aux gens de participer aux instances où sont définies les valeurs culturelles, que les différences ne deviennent pas l'occasion de discrimination ou d'inégalité, mais qu'elles soient reconnues comme étant tout à fait égales à toutes les autres différences. Il n'y a pas de différence discriminante. L'autre élément qu'elle reproche à l'approche d'Axel Honneth, c'est que d'une certaine manière, elle psychologise et d'une certaine manière, elle dépolitise les questions de reconnaissance en déplaçant de l'ordre de la psychologie, de l'ordre individuel. Pour Honneth, la reconnaissance est une question de réalisation de soi. Et donc, à la limite, c'est quasi comme si les personnes étaient individuellement responsables de leur propre, ou responsables des facteurs qui les empêchent de se réaliser eux-mêmes, et donc ça dépolitise. Alors que pour Nancy Fraser, la question de la reconnaissance, c'est une question de statutaire, c'est une question de subordination dans les différentes relations hiérarchiques. L'autre facteur qui amène Nancy Fraser a trouvé que sa représentation de la justice est supérieure, c'est est-ce qu'on peut, selon Axel Honneth, on a un problème, puisque c'est comme si tout le monde avait droit à l'égale estime de soi. Et chacun a droit de pouvoir se réaliser à l'intérieur de la société. Comment discriminer, comment distinguer entre les revendications d'estime de soi, ou de réalisation de soi, qui sont bonnes ou moins bonnes? Hein? Est-ce que les revendications je ne sais pas moi, d'un ouvrier, ou enfin d'un ouvrier blanc misogyne, sont l'équivalente des revendications d'une femme noire lesbienne? Hein? L'ouvrier ou l'homme blanc misogyne, est-ce qu'on peut mettre ces revendications d'estime de soi sur le même pied qu'une femme noire lesbienne? La parité de participation permet de le distinguer. Est-ce que c'est le principe à respecter, c'est est-ce que les revendications et les remèdes que l'on veut mettre en place vont contribuer à diminuer les formes de domination et de subordination, ou si au contraire, ils vont contribuer à les étendre, à les développer? Alors là, on peut choisir l'homme blanc misogyne, même s'il est ouvrier, donc d'une certaine manière, il est dominé comme ouvrier, mais dans sa position raciale et dans sa position d'opposition au féminisme, il contribue d'une certaine manière à accroître la domination ou à maintenir la subordination que connaissent les femmes. Donc, sa revendication n'est pas légitime dans le cadre de la théorie de la justice de Nancy Fraser, alors que celle de l'ouvrière ou enfin de la femme noire lesbienne est tout à fait légitime parce qu'on revendique l'affaiblissement des formes de domination et ça contribue à l'émancipation des personnes, notamment de ces femmes. Donc, ce premier débat
est tout à fait important et elle va consacrer en fait beaucoup d'articles et beaucoup de livres à débattre, notamment avec Axel Honneth, qui enfin est très important sur la problématique de la reconnaissance. L'autre débat, on l'a croisé tout à l'heure, c'est un peu la dimension de la représentation. Et en fait, ça va l'amener à dire que alors qu'auparavant, ce qui faisait que des personnes étaient concernées par des injustices ou des questions de justice reposait davantage sur une question de proximité géographique, appartenir au même territoire et au même État, à la même nation. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement le cas. Oui, il y a sans doute des formes d'injustice qui peuvent relever du territoire ou des communautés plus locales, mais beaucoup d'autres n'appartiennent plus au territoire, ils sont sur un espace géographique, enfin un autre espace. On est passé, comme le disait Castel, de l'espace des lieux à l'espace des flux. Et donc, l'espace maintenant se définit pour nombre de personnes touchées par des injustices, se définit par la structure, hein, la chaîne de production, la chaîne de valeur mondiale ou la structure de production liée à une grande compagnie multinationale. Maintenant, c'est cet espace ou l'espace des grandes institutions internationales, FMI, Banque mondiale, etc. Et donc, la proximité géographique n'est plus le critère nécessaire pour définir qui forme une communauté de sujets qui sont redevables les uns envers les autres sur les questions de justice, tant ceux qui commettent l'injustice que ceux qui en sont victimes. Et donc, ça l'amène à proposer une approche multiscalaire, donc tenir compte du niveau local, national et international. On verra ça tout à l'heure, notamment lorsqu'on parlera d'un exemple qu'elle va mettre de l'avant sur le mouvement zapatiste. OK. Alors voilà, on a assez bien compris sa conception de la justice. Maintenant, on s'intéresse à sa conception de la société. Donc, à cet égard, une approche donc à la fois structuraliste et elle s'intéresse au capitalisme. En fait, le dernier ouvrage qu'elle a publié avec Rahel Jaggi s'intitule Capitalism. Et donc, elle discute de la théorie capitaliste en long et en large. Donc, cette lecture structuraliste et cette autre lecture qu'elle projette, qui est une lecture plus sur les mouvements sociaux. Donc, on pourrait dire que c'est l'approche plus centrée sur l'action, une dimension actionniste. Et à cet égard, elle conjugue, elle convoque en fait les deux Karl. Two Karl are better than one. C'est un des articles qu'elle a écrit récemment. Karl Marx pour ses analyses du capitalisme et Karl Polanyi pour ses analyses de la grande transformation et des mouvements sociaux. Attendons-nous en premier lieu sur le marxisme et l'analyse du capitalisme. Alors, ce que Nancy Fraser fait, c'est qu'elle dépasse, elle étend très largement la conception du capitalisme telle que développée par Marx. Marx était centré surtout sur l'économie, sur l'exploitation, sur le déterminisme de la superstructure par la structure économique et avait mis en place un certain nombre de lois invariantes comme la baisse du taux de profit, la baisse tendancielle du taux de profit, etc. Alors, ça faisait une théorie qui était assez fermée et qui, pour Nancy Fraser, était loin d'englober l'ensemble des contradictions et des tensions qu'on a à l'intérieur du capitalisme. Alors, elle redéfinit le capitalisme en disant qu'il y a 4 contradictions fondamentales à l'intérieur du capitalisme, 4 contradictions fondamentales qu'elle appelle 4 séparations institutionnelles, et chacune de ces séparations associe une dimension économique fondamentale du capitalisme à une condition majeure qui rend possible cette dimension. C'est comme associer les dimensions économiques centrales, principales du capitalisme à leurs conditions, en fait, de possibilités. Et donc, elle va d'abord identifier une grande séparation qui est entre l'exploitation et l'expropriation. Alors, je vais les énumérer, on reviendra tout à l'heure. Deuxième séparation, c'est entre la production économique et la reproduction sociale. Troisième dimension, entre l'activité humaine, économique et la nature. Quatrième dimension, entre l'économique et le politique. Et dans chacune de ces dimensions, ou de ces grandes séparations, lorsqu'ils entrent en contradiction, lorsque la contradiction se développe entre la dimension économique centrale et la condition qui le rend possible,
les contradictions se développent et c'est à l'intérieur de ces contradictions qu'émergent les mouvements sociaux. Prenons l'exemple, le premier cas de l'exploitation. L'exploitation, on sait, c'est Marx qui l'a développé, c'est la captation de la plus-value au cours de l'opération de production. En fait, la valeur ajoutée est supérieure au salaire, le salaire qui représente la valeur de la force de travail. Alors que l'expropriation, on est dans une situation où le salaire est inférieur à la valeur de la force de travail. Le salaire qui est payé aux salariés ne permet pas de reproduire la force de travail. Et donc, pour que la force de travail puisse se reproduire, il y a nécessité de capter une valeur supplémentaire dans la communauté locale, sous forme de pillage des ressources, mais aussi sous forme de mise à contribution. Bien sûr, du travail non rémunéré des femmes, mais aussi de la communauté en général. Et les salariés vivent dans des conditions de dénuement, de pauvreté. On n'a qu'à constater l'écart salariaux entre les pays du Sud et les pays du Centre. On peut bien sûr neutraliser par la parité de pouvoir d'achat, mais il reste qu'il y a des écarts tout à fait incommensurables. Et donc, les communautés sont dépouillées de leur richesse, ou enfin font un travail gratuit qui permet de reproduire la force de travail qui est mise qui est mise au travail à l'intérieur de diverses structures qui sont liées la plupart du temps à des grandes compagnies multinationales. Donc, l'expropriation s'accompagne d'un pillage, on pourrait dire, ou d'un transfert de ressources des pays du Sud vers les pays du Centre via le fait que la valeur de la force de travail est inférieure au salaire et qu'elle nécessite pour être reproduite d'avoir une contribution des communautés locales. Je dirais la contribution importante, Marx avait déjà mis de l'avant cette dynamique, il appelait ça l'accumulation primitive du capital. Et pour Marx, ça se reproduisait, c'était un épisode historique unique. Une fois que le capital avait fait l'accumulation primitive, il lançait dans sa phase d'industrialisation et d'une certaine manière, il n'avait plus nécessairement besoin du Sud, si on peut dire, ou des campagnes qui étaient le Sud à l'époque. Or, Nancy Fraser n'est pas la seule à l'avoir fait. Enfin, beaucoup d'anti-impérialistes, d'auteurs anti-impérialistes des années 70, qu'on pense à Guéry et Emmanuel sur l'échange inégal, Pierre Jallet, le pillage du tiers-monde et bien d'autres, Samir Amin, le développement inégal, avait vraiment mis en évidence que cette accumulation primitive se poursuivait, même si le capitalisme était dans sa phase industrialisée, qu'il y avait toujours un transfert de richesse des pays du Sud vers les pays du Centre. L'originalité de Nancy Fraser, ça a été de transposer ce principe d'expropriation dans les pays du Centre. Et là, on se retrouve avec des personnes, des salariés qui, cette fois-ci, sont racialisés pour devenir des segments de main-d'œuvre qui occupent des emplois faiblement rémunérés, faiblement qualifiés. Qu'on pense aux ouvriers agricoles qui travaillent, qui sont des travailleurs qui ont un statut tout à fait particulier, qui viennent travailler ici dans les pays du Nord et des pays du Centre et qui ont des salaires très très bas, qui n'ont pas la possibilité de syndiquer, enfin qu'il y a toutes sortes de lois qui les empêchent d'être des personnes qui pourraient défendre leurs droits, attachées au même employeur, ne pouvant pas changer d'employeur au cours et qui sont pour un contrat d'une durée déterminée. Donc, bien sûr que la reproduction de la force de travail de ces travailleurs migrants repose très largement sur les communautés d'origine, la communauté d'appartenance. Et elle l'applique aussi aux travailleurs migrants, aux travailleurs immigrants, donc qui cette fois-ci peuvent avoir ou non le droit de citoyenneté, mais qui se concentrent massivement dans des secteurs d'emploi faiblement rémunérés, faiblement qualifiés, et donc qui doivent mettre à contribution plus que leur famille, la communauté locale, etc., pour leur permettre en fait d'assurer leur subsistance, en d'autres termes, de reproduire leur force de travail. Et donc, cette dimension-là est mise de l'avant. Bon, passons à l'autre dimension qui est assez proche, qui est celle de la production économique et de la reproduction sociale. La production économique du capitalisme repose sur la reproduction sociale qui est assumée, la reproduction de la force de travail, qui est assumée très largement par les femmes dans la sphère domestique, au sein du travail non rémunéré ou dans le travail rémunéré,
où les femmes se concentrent massivement dans les emplois du care ou les emplois des services interpersonnels très faiblement rémunérés et qualifiés. Donc, ce lien qui unit la production économique, le capitalisme ne pourrait se reproduire s'il n'y avait pas la mobilisation, s'il n'y avait pas recours au travail non rémunéré des femmes dans la famille ou des femmes qui sont spécialisées dans des emplois très faiblement qualifiés et très faiblement rémunérés. Et donc, à la suite de ça, elle va mettre de l'avant ce qu'elle appelle, ce qu'elle a met de l'avant, mais que d'autres auteurs aussi l'ont déjà mis de l'avant, tous les processus de féminisation et de racialisation de segments d'emploi qui permettent en fait d'accomplir un certain nombre d'activités, où là aussi, dans certains cas, on peut trouver des salaires tout à fait inférieurs en fait à la reproduction de la force de travail. Donc, deux autres dimensions qu'elle met de l'avant, la troisième fracture ou la troisième contradiction majeure, c'est entre, on pourrait dire, la production économique et l'écologie, la nature, qui pour elle s'installe dans un modèle tap and sink, c'est-à-dire puiser les ressources dans l'environnement. Donc c'est l'idée du robinet qui alimente la production économique. Et l'évier, le sink, ben, c'est le rejet dans l'environnement des déchets ou enfin des rebuts de la production. Et à la limite, ça devient tout à fait insupportable. Les ressources d'un côté s'épuisent et puis la capacité d'absorption des rejets dans l'environnement, que ce soit le CO2 ou peu importe, deviennent tout à fait problématiques et ça déclenche une crise écologique majeure. Dernier élément de cette espèce de fracture, la quatrième, c'est finalement entre l'économie et le politique. L'économie a toujours, enfin au centre, c'est le rôle de l'État. L'économie, le capitalisme a toujours eu besoin en fait de l'État pour pouvoir assurer la production, pour pouvoir assurer en fait le développement, le fonctionnement du marché. Par contre, il a tendance à réduire le rôle de l'État au fur et à mesure, surtout dans la période actuelle, où le rôle de l'État est diminué à la fois par des dynamiques internes liées à la financiarisation, la remise en cause de l'État-providence, et aussi dans le cadre de la mondialisation, où l'État joue un rôle de plus en plus effacé. À la limite, elle met le concept aussi de dédémocratisation, où les États de plus en plus prennent des décisions fondamentales qui sont soustraites en fait à l'approbation, en fait à une forme d'approbation populaire, puisqu'ils sont prises dans des instances du capital financier ou dans des institutions internationales qui n'ont aucun compte à rendre aux populations locales. Et donc, ça définit un peu, en gros, sa conception du marxisme. Elle ajoute une autre dimension particulière à sa conception du marxisme, sa conception du capitalisme. Elle ajoute une autre dimension qui concerne en fait la multiplication des axes de différenciation à l'intérieur du capitalisme. On a parlé de ça un peu plus tôt. Et c'est comme si elle considérait le capitalisme comme une immense fabrique d'axes de différenciation. Alors, de la classe, on pourrait déterminer une espèce de ligne qui déterminerait certaines différenciations qui sont davantage axées sur la classe et d'autres différenciations qui sont davantage axées sur la sexualité et certaines sont davantage d'ordre culturel, convoquent davantage la représentation comme revendication, pas la représentation, mais la reconnaissance, pardon, comme revendication principale, alors que la classe est davantage concentrée sur la question de la distribution. Alors, mais il y a des groupes qui sont mixtes, par exemple le genre et la race, c'est à la fois un problème de
distribution et un problème de reconnaissance. Mais elle dit en général, et là elle rejoint les problématiques intersectionnelles, intersectionnalistes, chaque personne est toujours située dans plusieurs axes de différenciation. On peut être ouvrier et homosexuel, on peut être une femme blanche, juive, de classe moyenne, philosophe, lesbienne, mère et socialiste. Et donc, à ce moment-là, vous avez 8 axes de différenciation. Et dans chacun de ces axes, vous pouvez occuper des positions dominantes ou des positions dominées. Alors, c'est sûr qu'avec la multiplication des axes de différenciation, ça nous amène sur la problématique des mouvements sociaux et ça nous renvoie aussi au principe général de sa conception de la justice. Comment unifier, en fait, les mouvements sociaux? Comment développer des luttes fédératives, des luttes unifiées? Alors, c'est pas évident. Si on met l'accent chacun sur l'ensemble des facteurs qui nous distinguent, comment, par la suite, pouvoir se regrouper. Alors, la parité de participation devient fort intéressant parce que c'est un principe unificateur. Toutes les personnes qui sont, à quelque part, dominées, c'est parce qu'elles ont un déficit de participation, elles rencontrent des obstacles qui les empêchent de participer à part égale dans la définition des modèles culturels. Alors, c'est une piste intéressante qu'on va poursuivre dans l'autre partie qu'on va aborder, la question des mouvements sociaux. La question des mouvements sociaux, on pourrait dire qu'elle l'a étudiée d'une manière en suivant, et c'est un point intéressant et à la limite qui peut être problématique aussi dans la théorie de Nancy Fraser, c'est que son modèle théorique se développe en suivant l'évolution notamment des mouvements sociaux. Alors, au début, elle a toujours été dans la Nouvelle Gauche et elle a publié beaucoup de ses articles dans la New Left Review, donc une revue marxiste qui se veut d'un marxisme renouvelé, la Nouvelle Gauche. Et au début, elle était bien sûr dans le mouvement, elle a toujours été dans le mouvement féministe. Et au début, elle a étudié beaucoup les luttes de redistribution. Hein, et à une époque, le mouvement féministe accordait beaucoup d'importance à la redistribution, enfin, autour des problématiques du travail domestique non rémunéré, de l'accès au marché du travail, etc. Mais très tôt, à la fin début des années 60, aussi les années 70, est apparu le tournant culturel, notamment dans le cadre de la Nouvelle Gauche, hein, où on a critiqué beaucoup l'État-providence en disant que l'État-providence était une forme de paternalisme bureaucratique qui s'accompagnait d'une forme de beaucoup de formes en fait d'exclusion. Hein, donc, dans ses programmes, dans ses politiques, excluait souvent les femmes, les minorités culturelles, comme elle le dit, les sexualités méprisées, donc les LGTB. Et donc, il y a des formes d'exclusion et installait une forme de dépendance à l'égard de l'État. Un des articles pionniers, en fait, aux crises, c'est un article de Paul Bélanger et Benoît Lévesque qui étendent, en fait, la théorie de la régulation, qui insistait beaucoup sur les rapports de production, et en ajoutant un nouveau rapport qui était le rapport de consommation. Et ça les amenait à critiquer beaucoup, l'État-providence comme étant un facteur qui empêchait la participation libre et pleine et entière des citoyens, puisque ça les mettait dans la dépendance. Et ils ont aussi été plus loin. L'une des premières recherches qu'ils ont faites a porté en fait sur les cliniques de santé mentale, les cliniques de santé psychologique. Ils ont travaillé avec des gens dans les CLSC qui travaillaient dans ces cliniques et qui considéraient que l'approche de l'État à l'égard des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale était une approche tout à fait déresponsabilisante et elle traitait une maladie plutôt que de traiter les individus. Et c'était tout à fait dans le cadre des problématiques de l'époque. Paul Bélanger s'appuyait beaucoup sur les travaux de Klaas Hoffé, de Touraine et même de Melucci. C'était un peu l'époque des nouveaux mouvements sociaux et qui remettaient en cause le caractère paternaliste et bureaucratique de l'État-providence et son approche qui était à quelque part qui était excluante et discriminante. Alors, elle s'est inscrite beaucoup dans ce courant et donc la dynamique de reconnaissance est apparue au cours de cette période.
Et en réfléchissant beaucoup sur la dynamique des luttes pour la reconnaissance, elle a mis de l'avant des concepts qui permettent de distinguer les luttes autour de la reconnaissance et de l'identité. Alors, elle distingue un modèle identitaire d'un modèle statutaire. Dans le modèle identitaire, qui est très proche des travaux notamment de Charles Taylor et puis d'Axel Honneth, en fait, on définit un peu l'identité comme étant l'affirmation de soi, la reconnaissance que l'on obtient et l'estime qui se développe sous le regard de l'autre. C'est dans l'intersubjectivité, c'est déjà un pas énorme, mais c'est dans l'intersubjectivité que se définissent en fait la réalisation de soi et son estime, etc. Ces auteurs, Charles Taylor et notamment Axel Honneth, ont appliqué ça au domaine politique et culturel, l'ont appliqué à des groupes. Alors les groupes vivent un peu la même situation. Alors ils s'estiment méconnus, méprisés, parce qu'ils n'ont pas réussi à développer une culture qui serait affirmative et qui serait reconnue par les groupes dominants. Et donc, à charge des communautés dominées, que ce soit les communautés nationales, les communautés ethnoculturelles, à la limite on peut parler des Premières Nations, de développer en fait une identité qui soit affirmative et reconnue par l'autre, par les groupes dominants et qui puisse même être célébrée par les groupes dominants. Parce que l'impact en fait d'avoir une identité de groupe dominé est tout à fait négative et dommageable pour les membres de cette communauté qui se sentent exclus, rejetés, membres d'une culture dévalorisée. Et donc, il y a tout un processus de revalorisation des communautés. À cette manière de reconnaître, d'associer les luttes identitaires à un modèle identitaire, et Nancy Fraser va poser un modèle statutaire, parce qu'elle considère qu'il y a deux problèmes majeurs qui sont posés par ces luttes identitaires. Le premier, c'est qu'elle évince, je reprends son expression, elle évince en fait les problématiques de redistribution. Alors le problème est strictement une question culturelle, s'affirmer, se faire reconnaître par l'autre, et on laisse de côté les luttes de distribution qui sont quand même tout à fait importantes. L'autre problème, c'est qu'il y a une espèce de réification de l'identité. L'identité devient comme une donnée innée et consubstantielle associée à le fait d'appartenir à un groupe ou à un autre. Et le fait d'avoir une identité innée, que l'on développe, qui est tout à fait inhérente et consubstantielle à la nature de certaines personnes, ça évite en fait de prendre en compte les processus de racialisation, d'attribution en fait des identités. On l'a vu tout à l'heure, il y a des processus de racialisation. Les races qui sont, ou les groupes ethnoculturels qui sont inférieurs, ne le sont pas de par leur nature propre, leurs caractéristiques intrinsèques, ils le sont parce que des processus de racialisation qui cantonnent, en fait, qui segmentent le marché du travail et cantonnent dans certains emplois certaines populations plutôt que d'autres. Et donc, ça interdit de prendre en compte les rapports de domination à l'extérieur de la communauté et ça interdit aussi de prendre en compte les rapports de domination à l'intérieur de la communauté parce que le groupe qui veut protéger son identité veut d'une certaine manière contrôler le regard extérieur qu'il considère comme étant inauthentique, biaisé et considéré comme un véhicule des cultures dominantes. Et là, vous croisez de manière très très nette toutes les questions d'appropriation culturelle qu'on a vues, les communautés qui veulent se protéger du regard extérieur. Et se protéger du regard extérieur, c'est souvent pour protéger les formes de domination qui existent à l'intérieur de ces communautés. Alors, si on adopte une approche statutaire, les personnes au sein de ces communautés sont dominées. Alors, les questions de reconnaissance, de justice, doivent prendre en compte leur situation spécifique de personnes dominées à l'intérieur des rapports de genre ou à l'intérieur des rapports d'orientation sexuelle, à l'intérieur de leur communauté. Et donc, ça devient là un enjeu assez important que l'on croisera peut-être plus loin si on a le temps. Donc, d'abord, cette dimension-là est très importante. L'autre élément qu'elle va prendre en compte, c'est la dimension un peu
on l'a dit tout à l'heure, l'approche multiscalaire concernant, avec la mondialisation, avec l'évolution de la mondialisation, elle introduit la dimension de la représentation et se tourne vers d'autres luttes, et notamment elle est fortement influencée par le mouvement zapatiste au Mexique, qu'elle considère comme un cas vitrine, en fait, d'un mouvement social qui intervient à plusieurs échelles, un mouvement social qui n'est pas dans une problématique identitaire, telle qu'on l'a définie tout à l'heure, mais qui est vraiment dans une problématique de lutte contre la subordination, puisque les zapatistes ont dénoncé l'hégémonie, la domination hégémonique des communautés, en fait des dirigeants locaux qui sont corrompus et qui sont antidémocratiques, vont dénoncer le gouvernement central, vont dénoncer l'ALENA, etc. Donc, à chaque fois, ils sont à plusieurs échelles, ils ont des revendications multiples, reconnaissance, distribution, représentation. Donc, un mouvement multiscalaire qui illustre très bien ce qu'est dans le temps comme un mouvement social qui est dans une problématique statutaire. Avec troisième étape, si on peut dire, avec la crise multidimensionnelle et fondamentale du capitalisme, c'est là qu'elle va relire Karl Polanyi. Parce que la crise du capitalisme à l'heure actuelle, qui est aussi présente au niveau écologique, économique, social, politique, rappelle à quelques égards la crise que le capitalisme a connue dans les années 30, 40, peut-être précédemment, dans le premier tiers, en fait, du siècle dernier. Et elle renoue, en fait, avec Karl Polanyi, qui a écrit La Grande Transformation en 1944, au moment où il est encore sous le choc et, en fait, regardait la fureur destructive de cette Deuxième Guerre mondiale. Et ça l'amenait à réfléchir, en fait, à poser, en fait, les dynamiques sociales, les mouvements sociaux, sous un angle, à vrai dire, novateur. D'une certaine manière, il a étudié les 150 dernières années qui ont précédé la parution de son ouvrage en 1944, donc la naissance du capitalisme en Angleterre jusqu'à son développement sur l'ensemble du continent européen et en Amérique du Nord. Et il interprète ce mouvement-là en utilisant la métaphore du pendule, en fait un double mouvement entre d'un côté le marché autorégulateur et la société, les protections sociales. Et avec l'avènement du capitalisme, c'est l'utopie d'un marché autorégulateur qui doit, dont l'objectif est de faire disparaître toutes les formes de protection. En fait, le capitalisme est né en Grande-Bretagne en faisant disparaître ce qu'on pourrait appeler l'aide sociale non liée au travail, et les formes de subventions qui étaient accordées au prix du pain et du blé pour assurer une existence décente à l'ensemble de la population. Et on a fait disparaître ça pour instaurer les workhouses, où dorénavant, pour avoir de l'assistance sociale, il fallait aller travailler dans des lieux tout à fait, des ateliers de misère, des lieux tout à fait misérables, sans aucune dignité. Et c'était le moyen d'avoir de l'aide de la part de l'État. Donc, c'était tout à fait dissuasif et c'est un peu et ça contribuait à libérer la main-d'œuvre de toute protection pour devenir une main-d'œuvre exploitable, corvéable pour le capitalisme. Et donc, au fur et à mesure que le capitalisme se développe avec cette utopie autorégulatrice, ça déclenche des mouvements, un contre-mouvement de protection de la société. Et Polanyi a étudié ce mouvement de balancier jusqu'aux années 1930-35, notamment aux États-Unis. Et il disait la crise des années 30 ou la crise du capitalisme a engendré une telle destruction de la société qu'elle déclenche des mouvements contre-mouvement pour se protéger. Et à son époque, il avait noté 3 alternatives. Le New Deal aux États-Unis, qui était l'alternative qui était démocratique, mais aussi des alternatives tout à fait rétrogrades, dévastatrices, destructrices, que sont le stalinisme et le nazisme en Allemagne et en Russie. Et donc, pour se prévenir contre
l'avènement de ces deux voies qui étaient tout à fait à rejeter. Polanyi prônait en fait la démocratie et une espèce de New Deal qui aurait pu s'étendre à l'ensemble de la planète en disant plus jamais il ne faut revivre les situations tout à fait destructrices qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est très bien, mais dans ce mouvement de protection de la société, Polanyi avait identifié un mouvement tout à fait arc-en-ciel qui associait tant des gens qui étaient réactionnaires, qui voulaient retourner à des formes pré-capitalistes ou voulaient retourner à des formes où la religion, enfin des formes plus paternalistes, que des mouvements plus progressistes, syndicaux, socialistes, etc. Donc c'est une immense alliance arc-en-ciel qui, devant la menace de destruction de la société, se formait pour la protéger. Or, Nancy Fraser a deux critiques importantes à faire à l'égard de Karl Polanyi. D'une part, dans sa manière de voir la société et l'État-providence, il oublie le fait que la société, l'État-providence contient des formes d'oppression et que on retrouve des personnes qui sont exclues, que ce soit les femmes, que ce soit des minorités ethno-culturelles, que ce soit des minorités sexuelles. Il y a une forme, enfin la société qui se protège et l'État-providence n'est pas nécessairement une garantie d'oppression, de libération pour tout le monde. En fait, c'est comme si Polanyi avait tout à fait romantisé la société en oubliant de prendre en compte les formes d'oppression qu'elle cachait, puis il avait démonisé le marché en oubliant les formes de libération que le marché contenait, comme par exemple le fait que les femmes aient accédé au marché du travail, ça a été une émancipation à l'égard du travail domestique et du travail non rémunéré. Ça s'est souvent accompagné du droit de vote, etc. Donc, on ne peut pas vraiment avoir une orientation aussi manichéenne que celle de Polanyi. Ensuite, Polanyi, dans la grande période historique d'un siècle et demi qu'il a couvert, il a oublié les luttes pour l'émancipation qui ont été très fortes au cours de cette période. On ne pouvait pas négliger les luttes des esclaves pour se libérer de l'esclavage. Enfin, c'était peut-être un peu précédent, quelques dizaines d'années précédentes, mais c'était encore présent au cours de cette époque d'une certaine façon. Les luttes des Noirs, les luttes des femmes, les luttes des pays du Sud qui luttaient contre l'impérialisme, le néocolonialisme. Et donc, sa manière de voir, son double mouvement était tout à fait, en fait, l'empêchait de voir une grande partie de la réalité sociale. Et c'est là qu'elle a ajouté un troisième mouvement, qui est celui de l'émancipation. Il y a chaque mouvement, on va dire chaque dimension du triangle maintenant. Enfin, on avait un seul axe avec Polanyi, mettons, on ajoute un autre point central qui devient une espèce de triangle, et chacun des axes du triangle représente de certaine manière un projet de société, une revendication que les mouvements sociaux portent. Et chacun de ces axes sont irréductibles à l'un ou à l'autre. Hein. Ils sont vraiment, ils ont leur propre spécificité, mais ils sont toujours en interaction avec les autres et ont une certaine ambivalence. Les protections sociales, oui, intéressant, mais à certains égards, les protections sociales comportent des axes ou des dimensions oppressives ou de discrimination. Le marché, oui, ça détruit les protections sociales, mais en même temps, ça peut être un dispositif de libération, se libérer de la famille, se libérer de communautés locales fermées pour avoir plus de droits dans la société civile. L'émancipation, oui, donc c'est une revendication fondamentale, s'émanciper, etc. Mais ça comporte souvent une destruction du tissu social et des solidarités qui contribuent à renforcer le marché. Et donc, à l'aide de ces trois triangles, elle reconstruit un peu la grammaire, comme elle l'appelle, des luttes sociales. Parce que le paradoxe qu'elle tente de résoudre, comment se fait-il qu'on est dans une crise si fondamentale et multidimensionnelle du capitalisme, alors que les mouvements sociaux tournés vers une protection ou une transformation sociale sont en panne? Comment se fait-il qu'il n'y a pas ce mouvement? On est
dans le cadre d'une grande transformation, Great Transformation Redux, mais il n'y a pas de mouvements sociaux comme on l'avait connu à l'époque de Polanyi. Alors, évidemment, il y a toute cette question de multiplicité des mouvements, mais aussi il y a tous ces jeux d'alliance quand on introduit l'émancipation qui devient tout à fait problématique. Et ce qu'elle observe, c'est que beaucoup de mouvements tournés vers l'émancipation ont noué des liaisons dangereuses, c'est son expression qu'elle emploie, avec le néolibéralisme. Le mouvement des femmes, surtout le mouvement tourné vers l'orientation culturelle au sein du mouvement féministe, s'est davantage préoccupé de l'ascension des femmes sur le marché du travail, donc de défoncer le plafond de verre pour obtenir les postes, de faire disparaître la discrimination d'une certaine façon sur le marché du travail. Mais ils ont oublié de larges fractions du mouvement féministe, de larges revendications liées aux femmes noires des communautés défavorisées. En fait, ce mouvement, souvent personnifié par Hillary Clinton, ce genre de féminisme, a fait une alliance avec le néolibéralisme, qui lui est très prégnant dans le cadre des nouvelles technologies dans la Silicon Valley, les nouvelles technologies de l'information et des communications, et dans le monde de la finance. Et donc, il y a comme cette alliance entre certains mouvements, le SGTB aussi, donc qui trouve que aller sur le marché du travail, faire disparaître la discrimination en emploi, la diversité, peut se conjuguer avec l'entreprise privée, le développement du capitalisme, etc. Et donc, certains mouvements sociaux se sont alliés au néolibéralisme pour former le néolibéraliste progressiste. Par ailleurs, il y a un certain nombre de mouvements qui sont qui ont été cooptés. La Nouvelle Gauche et puis une bonne partie du mouvement syndical, Nancy Fraser est très critique à l'égard du syndicalisme américain. Ces mouvements ont été cooptés par le néolibéralisme dans le cadre de la troisième voie. Donc, on a vu ça en Europe, en France, en Grande-Bretagne, en grande partie. D'autre part, il y a les laissés-pour-compte de la mondialisation, les véritables perdants de la mondialisation. Et il y a une étude qu'a faite Milanovic sur les global inequality, les inégalités mondiales, et il a développé une courbe qu'on appelle la courbe de l'éléphant. Et donc, sur un axe, est réparti au cours des 20 dernières années la croissance des revenus des personnes. Et sur un autre axe, il met l'ensemble de la population mondiale qu'elle divise selon le niveau en quartiles et puis en centiles, selon la place qui se situe dans la distribution des revenus zéro, enfin le premier centile étant les revenus les plus faibles et le dernier centile étant les revenus les plus élevés. Et donc de 0 à 100, donc le 99e centile, le dernier 1%, c'est revenus. Et donc, la courbe prend la forme un peu suivante, c'est que à peu près à la moitié du revenu mondial, on a un sommet assez important. C'est les gagnants de la mondialisation, c'est les classes ouvrières et moyennes de la Chine, de l'Inde, qui ont vu leur salaire s'accroître considérablement au cours des dernières décennies. Après ça, ça descend de manière très abrupte et ça va rejoindre les populations qui sont entre le 70e centile et le 90e centile, qui sont les populations ouvrières des pays du centre, qui eux ont connu une diminution de revenus. Leurs revenus n'ont pas diminué, ils ont stagné au cours des 20 à 30 dernières années. Beaucoup d'études, plein d'études démontrent cette situation. Et ensuite, la courbe remonte de manière très abruptement. C'est le 1% de la population mondiale qui se concentre aussi très largement dans les pays du Nord, qui ont vu le revenu s'accroître de manière tout à fait importante. Donc, ces perdants de la mondialisation qui ont été laissés pour compte par la nouvelle gauche et souvent par le syndicalisme, se sont tournés laissés tomber aussi par les politiques publiques, par l'État, etc., se sont tournés vers le populisme réactionnaire. Et c'est la base électorale de Trump, et c'est la base, sans doute, c'est ce qu'on craint que cette base électorale puisse appuyer l'essor de mouvements populistes réactionnaires en Europe, etc. Donc, ça, c'est une dimension, le fait d'avoir oublié de prendre en compte les perdants de la mondialisation,
qu'Hillary Clinton qualifie de toutes sortes. Elle avait fait à un moment donné une déclaration dans sa course à la présidence. Elle disait que c'est un panier déplorable d'homophobes, de misogynes, de racistes, etc., fascistes, n'importe quoi. Mettez-en, disait, choisissez à la fin. Et donc, ces gens qui appuyaient Trump, et donc, mais ces gens sont laissés pour compte, et donc associent les problèmes, la cause de leurs problèmes au mouvement d'émancipation qui en donne trop aux communautés LGTB ou ethno-raciales, etc., ou aux femmes, au lieu de vraiment prendre compte que c'est la dynamique du capitalisme. Et souvent, ça vient masquer, en fait, l'exploitation qu'ils subissent. Et donc, elle explique ça de cette manière, cette nouvelle dynamique, et donc des luttes sociales. Et c'est sûr que si on prend en compte le mouvement écologiste, les luttes des communautés ethno-culturelles, etc., donc il y a une multiplicité, en fait, de mouvements sociaux, et ça devient difficile de trouver une base pour les unifier. Dernier point, on s'intéresse sur la question de la transformation sociale. Alors, c'est la deuxième dimension. Non seulement s'agit-il de dévoiler la question des éléments d'exploitation, de subordination et de domination, mais il faut se tourner vers l'émancipation. À quoi cette théorie peut-elle contribuer à l'émancipation? Ben déjà, sa cartographie des luttes sociales devient tout à fait importante. Et donc, cette typologie nous apprend beaucoup sur les dynamiques des luttes sociales. Et ce qu'elle propose, c'est en fait une alliance qui pourrait rejoindre en fait les syndicats, la nouvelle gauche, qui devrait se préoccuper davantage des questions peut-être d'émancipation et essayer de rallier, en fait, de représenter les perdants de la mondialisation, renouer avec eux et d'une manière importante, et s'allier donc avec les mouvements tournés vers l'émancipation, qui eux devraient être davantage soucieux des questions de distribution, et donc des questions de distribution et de protection de la société avec le mouvement écologiste. En fait, ça devient un programme qui peut paraître à certains égards ambitieux, mais qui trace une voie vers l'avenir. Ce qui m'apparaît important de dire peut-être à ce niveau, c'est peut-être la manière dont elle voit les choses, c'est-à-dire que souvent, quand on est dans l'étude des mouvements sociaux, et là, Pierre-André est là, oui, quand on est dans l'étude des mouvements sociaux, on est pris devant deux modèles pour l'étude des mouvements sociaux. Il y a celui des nouveaux mouvements sociaux, qui dénonce très bien toutes les situations d'exploitation, qui accorde beaucoup d'importance aux dimensions structurelles qui contribuent à l'émergence des mouvements sociaux. Mais, Pierre-André, bien sûr, va le rappeler, entre ces tensions structurelles et l'émergence de l'action collective, il n'y a pas de passerelle. Hein? On est un peu devant l'expectative. Il n'y a pas vraiment de solution. Il y a des théories, surtout américaines, qui ont trouvé la solution entre les tensions structurelles et l'action collective, mais ils ont bradé, ou enfin jeté le bébé avec l'eau du bain, oui, c'est ça. Et donc, ils ont éliminé les tensions structurelles pour se concentrer sur les théories de l'action rationnelle. En partant, ils ont toujours été prisonniers du fameux paradoxe d'Olson, c'est-à-dire comment amener des gens à participer à une action collective alors qu'ils peuvent profiter des bénéfices de l'action collective sans y avoir contribué. C'est toute la dynamique d'un bien public. Alors ils ont essayé, ils sont toujours pris un peu dans cette manière de voir, et donc on est dans les approches des théories rationalistes, calcul coût-bénéfice, gain-perte. En relations industrielles, il y a un théoricien, John Kelly, qui est très populaire auprès de la gauche, peut-être, la gauche plus radicale, et qui, lui, qui en s'inspirant de Tilly, qui est un autre auteur incontournable dans ce domaine, nous amène toujours un peu à évaluer les coûts d'opportunité avant de s'engager dans l'action collective. Encore là, on est dans des
dimension de calcul, gain, perte. Et quand vous êtes sur le terrain du rationalisme et de l'action rationnelle, il n'y a souvent qu'un pas à dire que les gens ont calculé de manière raisonnable ou de manière logique et rigoureuse les gains et les pertes de s'opposer. Et finalement, ils choisissent de ne pas s'opposer. Et donc, ils contribuent à la reproduction de la société. On est pris là-dedans, donc les gens ne s'opposent pas parce qu'ils estiment que ça vaut pas la peine de s'opposer. Parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. On fait quoi? Donc, il y a quelques mouvements qui viennent. Bon. Nancy Fraser nous sort de ces ornières. Peut-être qu'elle nous insère dans d'autres problématiques différentes, mais en s'appuyant sur le tournant discursif et sur les travaux d'Habermas autour de l'agir communicationnel, elle met de l'avant une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que les gens vivent des injustices, et ces injustices, ils sont amenés en fait à en parler, à les sortir du secteur privé, à les déprivatiser, à les rendre publics, donc à les politiser, et ces injustices, ces revendications contre ces injustices également, deviennent des enjeux de controverse à l'intérieur de la société civile. Elle redéfinit la société civile, je n'ai pas le temps d'aller là-dessus, mais deviennent des objets de controverse, deviennent des objets de débat, redéfinissent en fait les objets. Elle prend l'exemple de la violence conjugale, je peux prendre d'autres exemples, mais l'exemple de la violence conjugale qui à une époque était de l'ordre des comportements privés. Hein? Ça se déroule dans la famille. Le mari a le droit de battre sa femme, ou enfin, c'est pas plus grave que ça, c'est de l'ordre du privé. Quand les femmes ont contesté la violence conjugale ou les comportements violents de leur conjoint, ils ont introduit le terme de violence conjugale contre lequel on peut se défendre, on peut avoir des droits pour se défendre. Et même, on introduit également la question du viol conjugal. Donc, les relations sexuelles non consenties à l'intérieur du mariage sont un viol conjugal et donc doivent être traitées de cette manière. C'est comme si, on pourrait prendre d'autres exemples, mais prenez par exemple la question du salaire. Comme par exemple dans la lutte pour le 15 $, au lieu d'être resté enfermé dans les problématiques néolibérales, économiques traditionnelles, qui considèrent le salaire comme étant le résultat de l'offre du travail, puis de la demande de travail, donc c'est le marché avec ses lois de l'offre et de la demande qui établissent le salaire. Et donc on ne peut pas aller en deçà de ce que le marché nous indique comme salaire d'équilibre, puisque vous allez faire disparaître des emplois, qu'on est pris dans cette problématique. On sort de cette problématique en introduisant la dimension du salaire viable. Le salaire n'est pas lié au marché du travail, mais le salaire doit fournir des revenus minimum pour avoir une existence viable. Et donc, on parle de salaire viable. Ce qui existait avant l'arrivée du capitalisme, donc j'ai parlé tout à l'heure avec toutes les formes de soutien qui étaient liées à assurer la subsistance de la population. Donc, le salaire, pendant une longue période de l'histoire, n'a jamais été associé aux lois de l'offre et de la demande, mais c'était tout simplement un dispositif pour assurer la survie de la population, etc. Donc, elle prend ces dimensions-là. Elle se distingue d'Habermas à beaucoup d'égards lorsqu'elle aborde la question du discours et des espaces de délibération. Habermas faisait abstraction des inégalités lorsqu'il aborde la question de l'agir communicationnel. Alors, les gens devaient être réunis, faisant abstraction de leurs conditions, un peu comme John Rawls le propose avec le voile d'ignorance et puis, etc., les discussions originales, et donc originelles. Et donc, Habermas dit qu'il faut faire abstraction des inégalités pour avoir une discussion d'égal à égal, sur différents débats. Donc, alors que Nancy Fraser dit non, l'égalité, l'élimination des injustices, la parité de participation doivent assurer que les gens puissent discuter d'égal à égal avec les ressources équivalentes, avec ne pas être l'objet de mépris, avoir des droits politiques. Et donc, la parité de participation est à la base et il doit y avoir une égalité substantielle pour que l'on puisse discuter d'égal à égal et de toute la dynamique de réduction des inégalités, de réduction des injustices et pour assurer des débats. L'autre chose qu'elle affirme, c'est que Habermas disait ça prend un seul espace public. Alors elle dit ça prend des espaces publics réservés aux groupes dominés pour qu'ils puissent défendre leur propre point de vue, ce qu'elle appelle des contre-publics
des publics subalternes qui représentent les groupes dominés, qui doivent pouvoir élaborer leur propre représentation, discuter de leurs propres controverses, comme il y en a eu beaucoup dans le mouvement féministe, dans d'autres mouvements. Et donc, c'est tout à fait essentiel. Et par rapport à Habermas, qui portait davantage dans une optique procéduraliste, accordait davantage d'importance au processus des débats, pour qu'il y ait des échanges qu'on puisse réaliser vraiment de manière rigoureuse en respectant les différents points de vue. Donc, c'est une approche davantage procédurale. Nancy Fraser dit que même si on respecte l'approche, le caractère démocratique et équitable de la procédure, ça peut donner des résultats qui soient inéquitables, puisque les dominants contrôlent souvent l'agenda, contrôlent l'argumentaire, etc. Et on doit non seulement tenir compte de la manière dont on obtient un résultat, mais aussi le résultat comme tel, qui, même s'il a été obtenu sur une base formellement équitable, donne des résultats inéquitables. Donc, s'occuper à la fois des résultats et du processus. Ça l'amène à mettre de l'avant, en fait, comment passer de ces controverses ou comment passer des innovations sociales locales à une transformation sociale. Et c'est là qu'elle met de l'avant ce qu'elle appelle un concept qu'elle a repris d'André Gorz, capitalisme, néo-capitalisme et classe ouvrière, un ouvrage paru en 1964. Et c'est lui qui met de l'avant ce concept de réforme non réformiste. C'est-à-dire que les avancées en termes de débat sur les controverses, même s'ils se déroulent dans des circonstances politiques inégales, où l'inégalité domine, doit quand même pouvoir contribuer à développer une trajectoire qui progressivement ferait en sorte que l'on passe de réformes ou d'innovation qui peu à peu nous inscrivent dans une trajectoire qui nous conduit vers la transformation sociale. Et donc, ces réformes qui sont non réformistes sont comme un double visage. D'une part, bien sûr, ils s'insèrent dans l'ordre existant, mais d'autre part, lorsqu'ils s'enchaînent avec d'autres réformes, ils contribuent à transformer un peu, à transformer davantage la société. Donc, c'est des progrès, des petits pas qui peu à peu nous conduisent vers une transformation sociale, puisque les avancées obtenues dans une étape permettent de se positionner, d'être dans une position moins inégale pour discuter des controverses qui vont donner lieu à des résultats qui seront moins insatisfaisants. Donc, on peut, qui amènent des innovations ou des changements qui sont suffisamment bons pour good enough pour nous permettre d'aller dans cette trajectoire. Et évidemment, cette trajectoire ne nous conduit pas vers un horizon préétabli, compte tenu qu'elle laisse de côté toute cette dimension téléologique qui a souvent marqué ces approches, en fait, tournées autour de la transformation sociale. Et là, bon, j'ai tenu le coup pendant plus qu'1h15. Donc, on s'arrête ici. Ça nous donnera 11h15, ça nous donne quand même au moins 1 heure de discussion. Merci beaucoup, Paul-André.